Bienvenue dans ce nouveau numéro d'iWeek Express, c'est l'épisode 7, l'événement de cette fin de semaine, c'est l'officialisation de la fin imminente du monopole de l'App Store en Europe, et je dis bien en Europe uniquement, avec la mise à disposition pour les développeurs ce jeudi soir de la première bêta d'iOS 17.4. Je suis Benjamin Vincent, je suis avec trois des membres de la Team iWeek pour réagir sur cette actualité brûlante. François Le Truedic, Gilles Dounès et Baptiste Dajon, le nouveau venu dans l'équipe. Baptiste, développeur depuis le tout premier SDK de l'iPhone et aussi évangéliste des techno Apple chez Decathlon. Alors, on le disait dès lundi avec la sortie officielle d'iOS 17.3. La 17.4 suivra de très près, c'est Ellie qui en parlait, parce que l'Europe a fixé une date butoir. Cette date, c'est le 6 mars. Apple prend donc acte officiellement et lance ce qui est l'une des plus grandes révolutions pour les utilisateurs d'iPhone, mais aussi pour les éditeurs, pour les développeurs comme toi, Baptiste, sans doute, on va en parler, mais aussi pour Apple, avec le monde qui sera désormais divisé en deux, avec d'un côté l'Europe, de l'autre le reste du monde, et des fonctionnements différents. Mais pour combien de temps? On va aussi se poser la question, et puis on en reparlera bien sûr dans le prochain épisode d'iWeek, la semaine Apple. Mais d'abord pour cette première piqûre d'infos, peut-être votre première réaction à ce qu'on attendait, mais qui est quand même une officialisation plus que symbolique. François ? Moi, je t'avoue que j'avais envie de dire pour la vanne, on va revenir en fait au tout début sur la première version de l'iPhone ou de l'iPod Touch, c'est-à-dire qu'on va pouvoir installer un peu tout et n'importe quoi. Bon, il y aura quelques garde-fous quand même, mais dans l'idée, je pense qu'autour de cette table virtuelle, on a tous vécu l'époque du jailbreak pour pouvoir installer des applications autres, et en fait, moi j'ai un peu le sentiment qu'on va revenir là-dessus. Pas mal ce petit clin d'œil au jailbreak, François. Gilles, toi qui es particulièrement sensible à toutes ces questions stratégique, géostratégique, j'ai même envie de dire presque. Oui, c'est une expression de la bigoterie de la Commission et la Commission européenne telle que les traités tels qu'ils sont depuis le traité de Lisbonne, c'est-à-dire la liberté libre et non faussée avec des consommateurs. Alors le consommateur, il est bien gentil, on lui agite devant le nez la petite étiquette prix en baisse, et puis il va se jeter dessus, et puis sans se rendre compte que, en fait, on le fait passer un peu comme dans les trucs d'élevage extensif, où on groupe les moutons, on les fait passer dans des espèces de petits tunnels entre deux barrières pour les vacciner ou pour les tondre. Là, c'est plutôt pour les tondre, en fait. Ok. Je prends aussi. Bon, Baptiste, ta réaction, et puis aussi peut-être un premier point sur cette bêta 1 de la 17.4 d'iOS que tu as installée dès ce jeudi soir. Oui, alors je l'ai installé directement, donc il n'y a pas de grandes nouveautés liées aux changements qui ont été annoncés hier soir. Il y a des nouveaux emojis qu'on aime bien avoir chaque année. Il y a un léger changement sur ce qui vient de sortir en 17.3 sur le Stolen Device Protection, donc la protection des équipements volés, qui peut être maintenant activé tout le temps et pas seulement quand on change de localisation connue de l'iPhone. Quelques changements sur Siri, notamment quand la prononciation des messages reçus, on peut choisir une autre langue que la langue principale du téléphone. Les podcasts, ça va nous concerner, auront un transcript comme les paroles de chansons sur Apple Music. Vu qu'ils ont ouvert la puce NFC pour les paiements Tap to Pay, dans l'onglet confidentialité et sécurité, on peut maintenant régler les réglages de la puce NFC. Et l'historique d'achat de l'App Store gagne des filtres. Donc ça va permettre de s'y retrouver un peu plus qu'une liste sans fin. Et enfin, l'icône du premier onglet d'Apple Music a changé. Ça passe de écouter maintenant à accueil, avec le changement d'icône qui va bien. Mais voilà, donc pas de grands changements et de disponibilité immédiate des changements qu'a annoncé Apple, des gros changements qu'ont annoncé Apple. Ouais, donc ça, c'est la partie visible de l'iceberg, parce que finalement,
le sujet le plus important, il est pas encore visible. Oui, bah oui, tout ce qui est disponibilité de store alternatifs, il y a personne qui est prêt, forcément, les API viennent juste d'être annoncées. Et pareil pour les applis de game streaming, ça va être disponible au niveau global, pas que en Europe. C'est-à-dire que les services comme Xbox Game Pass, Steam ou PlayStation pourront enfin avoir une appli pour rendre disponible leur jeu. Et ça au niveau mondial, pas seulement européen. Alors, les premières réactions n'ont pas traîné. Je me tourne vers toi, François, parce que je sais que tu as toujours un œil plein d'amour pour le patron d'Epic Games, Tim Sweeney, qui a annoncé le retour de Fortnite sur l'iPhone. On sait que le jeu avait été sorti par Apple parce que Epic Games avait mis en place un processus de paiement alternatif qui contournait la commission d'Apple. La sanction avait été irrévocable. Denis Brognard, irrévocable, c'est ça. Sans collier d'immunité. Fortnite va donc revenir. Voilà, c'est presque le symbole le plus visible, le plus spectaculaire là dans les heures qu'on est en train de vivre. Tim Sweeney, pour autant, n'a pas l'air complètement satisfait. Bah oui, déjà, je pense qu'ils sont pas contents parce que pour l'instant, c'est l'Europe en fait, quoi. On n'est que sur le marché européen et je pense que Fortnite, c'est pas que l'Europe, c'est à l'échelle mondiale. J'ai envie de dire, moi je souris, je l'ai dit en off, on m'a reproché d'ailleurs à une époque d'être un peu trop manichéen entre le bien et le mal entre Apple et Epic Games, mais je maintiens quand même qu'il y avait un côté chevalier blanc de la part d'Epic Games, et à mon avis, ils n'ont pas raison de fanfaronner parce qu'ils sont là pas uniquement pour faire du prosélytisme, mais pour surtout se faire de l'argent et de la maille. Donc c'est pour ça qu'ils se sont battus pour avoir le droit d'avoir leur paiement alternatif. Non, je pense que le risque en fait, c'est que ça donne des envies à tous les autres continents. Et qu'en fait, on se retrouve, on l'a déjà évoqué souvent, le fait qu'en fait les États légifèrent sur des questions commerciales, sur des questions sur les GAFAM et compagnie, ça pose vraiment pas mal de questions. Maintenant, évidemment, le PDG d'Epic Games, il est quand même content parce que d'une certaine manière, on lui donne raison. L'Europe lui a donné raison en disant, il n'y a pas de raison qu'Apple ne permette que des applications via l'App Store et autre chose. Donc il a fanfaronné, mais juste à moitié. Le risque de propagation est finalement que ce qui se passe en Europe, Apple ne puisse pas l'arrêter. A priori, c'est quand même leur volonté, c'est que l'Apple devienne une zone un peu spécifique et que le fonctionnement qu'on connaît depuis 2010, l'App Store de mémoire, 2009, 2010, 2008, non 2008, ouais. 2008. Ouais. Continue dans le reste du monde, finalement, que l'Europe soit une zone particulière et que le reste du monde continue comme ça a toujours été le cas, en fait. On devient une zone de non-droit. Les autres autorités anti-régulation ont senti le goût du sang. Et les Américains, que ce soit le Sénat ou la Chambre des représentants ou même l'administration qui est au pouvoir, les Japonais, les Coréens, tout le monde, les Indiens, si ma mémoire est bonne, tout le monde se pique maintenant de faire la peau des gatekeepers, des gardiens de la porte. Et tout le monde veut adopter ce modèle qui est européen, c'est la posture que veut prendre l'Europe et la Commission, c'est-à-dire donner un peu le là de ce qui se fait ou ce qui se fait pas, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Et du coup, premier marché, en tout cas en volume, c'est comme ça qu'ils se veulent, donne le là de tout le reste. C'est pour ça que Greenpeace, d'ailleurs, avait quitté la Nouvelle-Zélande pour venir s'installer aux Pays-Bas, au plus près de Bruxelles. Donc, à mon avis, ça n'est pas fini et Apple va devoir batailler encore, ferrailler. Alors, il y a une nuance, c'est que Apple n'est pas seul à faire l'objet de cette demande. Il y a également Google et puis Microsoft, si ma mémoire est bonne,
Enfin, il y a un autre comparse. Non, la boutique de Meta. Et Apple a décidé de se soumettre à la décision qui a été prise, tandis que les deux autres ont décidé de contester en justice la directive. Et donc, on n'a pas fini. Est-ce que Apple fera machine arrière ensuite? On n'en sait rien, mais il y a déjà un coin qui est enfoncé entre ce qu'on appelle les GAFAM, et qui n'ont pas le même modèle économique. Là, c'est 30% de commission, il faut le répéter, hein, pour les plus gros vendeurs, ceux qui font le plus gros chiffre d'affaires au-delà de 1 ou 10 millions de dollars de chiffre d'affaires sur l'App Store, tandis que les plus petits, sous la pression, Apple est descendu à 15%. Ok, alors sur ce risque de contagion de l'évolution en Europe, qu'est-ce que tu vois venir Est-ce que tu penses qu'il y a une évolution inévitable qui, dans les mois qui viennent, va forcément se généraliser? Alors, peut-être, parce qu'il y a des acteurs partout qui voudront avoir les mêmes conditions que chez nous. Après, Apple, sur ses nouvelles options pour les développeurs, propose toujours 2 options, soit rester telle quelle, soit basculer sur la nouvelle façon de faire. Et ils permettent du coup de garder... Voilà. On peut choisir à quelle sauce on va être mangé, et on peut calculer avec un outil de calcul combien ça va coûter si on passe sur le nouveau ou si on reste sur l'ancien système. Donc là, par exemple, ça nous demande si notre appli vend des biens digitaux ou des services, combien on peut espérer d'avoir de recettes annuelles sur ces services ou biens digitaux. Est-ce qu'on est membre du Apple App Store Small Business Program, donc en dessous de moins d'1 million de dollars de revenus sur la plateforme. Combien on peut espérer de première installation cette année. Donc là, j'ai pris par exemple une application qui vendrait des biens digitaux et des services, qui ferait environ 500 000 dollars de recettes grâce à ça, qui ne fait pas partie du Small Business Program et qui ferait 5 millions de premières installations. Sous les nouveaux termes d'Apple, ça reviendrait à 174 334 € de frais pour l'App Store pour distribuer ses apps. Voilà, c'est un des sujets dont on a souvent parlé ici. Hein. Ça pique un peu. Du coup, sur 500 000 € de chiffre d'affaires, on a déjà entre un quart et un tiers pris par Apple. Alors que si on reste sur l'ancien régime, c'est juste 11 500 € de commission avec les 30% d'habitude. Ouais. Est-ce que ces chiffres, est-ce que tu les trouves crédibles? Est-ce que tu penses que certains vont se rendre compte que finalement le deal que propose Apple depuis le début est pas si mauvais? Bah pour moi, oui, il est pas si mauvais. Il se charge vraiment de tout. Je pense que le deal n'est pas si mauvais, c'est juste que il y en a certains qui aimeraient avoir d'autres usages et d'autres, notamment leur propre distribution de biens digitaux comme des jeux ou d'autres trucs digitaux, et du coup c'est plus ça qui les gêne plus que le prix final, parce que les plateformes comme PlayStation, Nintendo et tout ça sur les jeux vidéo, on avait déjà des taux assez similaires, je pense. Donc c'est plus j'avais envie de faire ce que je veux, c'est pas parce que le device vous l'avez créé que c'est à vous de tout réguler dessus. Donc c'est vraiment ça. On avait parlé aussi des commissions envisagées par Meta autour du métaverse, un peu au moment où ça avait flambé. On avait parlé dans certains cas de commissions de 50%, il me semble. Hein. Oui, voilà, donc c'est pas les 30% d'Apple au final, ça reste dans les normes de ces plateformes-là. Ouais. Et on voit du coup dans le nouveau système, ce qui va coûter le plus cher, c'est le Core Technology Fee, qui est en gros 50 centimes d'euros par première installation par an. Donc c'est ça qui coûte en fait le plus cher. C'est vraiment, tu payes la technologie qu'Apple te met à disposition
pour installer des applications. Donc c'est ça qui coûte vraiment le plus cher, parce que sur la simulation que j'ai fait, sur les 174 000 €, il y a 166 000 € de Core Technology Fee. Wow. Donc c'est vraiment le fait, on a créé la plateforme, c'est notre magasin, maintenant vous payez ou pas. François, avec Fabrice Neumann, à qui on envoie une bise, on avait souvent parlé du fait que sur Mac, il y a effectivement un magasin d'applications, mais depuis l'origine du Mac, on peut aussi installer ses applis depuis le site des éditeurs, et ça n'a jamais vraiment posé de problème. Donc finalement, est-ce qu'on n'arrive pas enfin à une sorte de normalité et de parité entre l'iPhone et le Mac ? C'est une belle question que tu soulèves là. C'est vrai qu'à chaque fois, on se met le parallèle en se disant finalement sur le Mac, c'est open bar. Je pense que si je vous proposais de lever la main sur est-ce que vous avez acheté une application sur le Mac App Store sur la dernière année, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde à lever la main. Ah, si, Baptiste, évidemment. Bien. Laquelle, tu sais ? J'achète que les applis Apple. Donc, D'accord, ok. C'est ça. Bon, j'espère que tu achètes les autres aussi, mais bon, ok, en tout cas, celle d'Apple sur le store d'Apple. C'est ça. Mais effectivement, on peut se dire que c'est un retour à la normalité. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui installent des merdes sur leur Mac en installant tout et n'importe quoi. Moi, je le vois régulièrement avec des étudiants encore. Il y a des notifs qui apparaissent sur Safari, ils comprennent pas pourquoi. Et c'est vrai que je trouve que le téléphone, c'est sans doute encore plus personnel. Un ordinateur, tu as de plus en plus de données personnelles, le fait d'avoir des messages, etc. Mais c'est vrai que l'iPhone, on caricature souvent, c'est notre doudou en fait. On est tout le temps avec lui, on a des photos, on a plein de trucs dedans. Et là, ça veut dire que potentiellement, est-ce que vraiment vous n'installerez pas à un moment des applications de merde, des applications qui accèdent à vos données, qui vont siphonner vos données. Le fait que ça passe par l'App Store, c'était quand même une sécurité relative, parce qu'il y a eu quelques petits couacs, mais c'est vrai qu'en règle générale, ça marchait plutôt bien. Moi, c'est plus ça qui me pose problème. Maintenant, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai, c'est un retour à la normalité. Un iPhone devient un périphérique informatique classique, c'est-à-dire soit vous passez par l'App Store, soit vous passez par autre chose. Mais comme le disait je sais plus quelle chanteuse, chacun fait ce qui lui plaît, quoi. Gilles, c'était le groupe Chagrin d'amour. Absolument. C'est ce qui risque d'arriver. Ouais. Chagrin d'amour. Concrètement, Tim Sweeney donne souvent l'exemple de Steam comme modèle à suivre et ce à quoi il voudrait arriver. Steam, le distributeur d'applications et de jeux sur Mac, mais pas seulement. Or, je vais donner un exemple concret. Qu'est-ce qui va arriver pour l'utilisateur ? J'ai acheté il y a peut-être 10 ans Civilization, j'adore ce jeu, Civilization 5, je l'ai installé, j'ai acheté un DVD, j'installe le DVD, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'installe Steam en me demandant, une application qui s'appelait Steam, en me demandant de m'enregistrer, et depuis, chaque fois que je lance le jeu, c'est Steam qui se lance d'abord, qui me propose tout un tas de trucs dont je n'ai pas besoin, que je n'ai pas envie d'installer, et puis qui me dit, vous avez joué tant d'heures à ce jeu, vous avez tel et tel trophée, etc. Et puis, quand j'ai fini de jouer, Steam reste lancé, reste ouvert sur l'ordinateur, me pompe de la ressource et éventuellement de la bande passante, je ne sais pas ce qu'il fait. Et concrètement, c'est ce qui se passe sur le Mac et qui va se passer avec les autres applications, avec des espèces de renards dans le poulailler comme Monsieur Sweeney, qui se vante de pouvoir casser les prix par 2 ou par 3, disant sur les 30% d'Apple, nous on garde 10%, ce sera 10% de plus pour les développeurs et 10% de moins pour les utilisateurs. Mais qu'est-ce qui va se passer avec les données personnelles, comme tu le disais, François, des utilisateurs, sachant que il va falloir que Monsieur Sweeney rémunère les développeurs sur les offres promotionnelles qu'il va faire, et comment il va se payer, sachant qu'il a des actionnaires à rémunérer. Sinon, ils vont se retourner contre lui en vendant les données personnelles de ces utilisateurs, sachant que, tu l'as très bien dit encore une fois, François, on a le
l'iPhone en principe tout le temps dans sa poche, et donc on va pouvoir regarder tous les comportements, tout ce qui se passe virtuellement, et pouvoir monnayer ça. Il y a les chiffres qui sont en train de sortir sur les différents argousins qui font monnaie et commerce des données qui sont siphonnées par toutes les applications sur les téléphones portables. On est au début, on est à l'orée d'un scandale pour les gens qui se laisseront avoir. Ouais. Alors, je rappelle que le point de départ de tout ça, c'est quand même le Digital Market Act, donc la nouvelle réglementation européenne, qui impose que d'ici le 6 mars, Apple permette donc en Europe d'installer des applications en provenance d'autres magasins que l'App Store. C'est pour ça que la bêta 1 est arrivée ce jeudi soir. Ça laisse une dizaine de jours pour éliminer les bugs et pour proposer une version disponible au public. Il y a un des points quand même qu'on n'a pas encore mentionné, c'est que tout ça se fait quand même sous condition de la part d'Apple. Ça va pas être non plus open bar. Il va falloir que les nouvelles sources d'installation des apps soient accréditées ou validées par Apple. Et l'une des conditions, ça va être de fournir à Apple une lettre de crédit d'une valeur d'$1 million établie par un établissement financier sérieux pour garantir le support des développeurs et des utilisateurs. Alors Tim Sweeney a notamment réagi sur ce point en disant quelle est la théorie possible qui permet de rendre acceptable le fait qu'une loi antitrust permette à un monopole de décider quelles sont les entreprises qui sont autorisées à entrer en compétition avec elle et sur la base de quels termes est-ce que cette compétition peut avoir lieu. Apple se moque de la compétition, de la concurrence et du marché libre. Voilà, il est très très remonté, même si on peut considérer quand même que l'arrivée de la 17.4 avec ce changement majeur est quand même une victoire pour lui. Baptiste. Ça n'ira jamais pour Tim Sweeney, qui est un libertarien, et la moindre entrave ou la moindre question par rapport à sa toute-puissance sera toujours un crime de lèse-majesté. Ce type n'a aucune limite, et on le voit, il y aura toujours quelque chose à redire, ce sera toujours un scandale. Même le fait même que Apple puisse avoir conservé son App Store en compétition avec ce qu'il va proposer avec Epic Games sera une ombre à la libre concurrence. Vous verrez ce que je vous dis. Il trouvera à redire à la simple présence de l'App Store sur l'iPhone. Baptiste, quel est le sentiment dans la communauté des développeurs sur ce qui est en train de se passer ? Le sentiment global, c'est pour l'instant d'essayer de tout comprendre et quels seront vraiment les enjeux dans le futur. Je pense qu'il y a beaucoup de développeurs la communauté développeur étant par définition assez open source, etc. pour la communauté. Je pense que les développeurs essaieront d'être présents à la fois sur l'App Store et sur les stores alternatifs, comme c'est déjà le cas sur Android, parce qu'il y a le Play Store, l'Amazon Store, etc. Le Huawei Store. Tout ça, c'est quelque chose qui est déjà du coup sur Android, et pour un développeur Android, c'est déjà assez compliqué d'être présent sur toutes les plateformes. Donc à voir si la communauté iOS suit, quels acteurs vont arriver. Justement, cette lettre de crédit d'$1 million, pour moi, c'est pour juger du sérieux de la future plateforme qui va être proposée aux utilisateurs. Mais voilà, je pense que la communauté iOS va avoir besoin de s'adapter et de se rapprocher des codes de la communauté Android. Mais par exemple, chez Decathlon, sur les applications Android, on est dispo que sur le Play Store officiel et pas sur le Amazon ni le Huawei Store.
Pour toi, la dernière question, François, parce qu'évidemment, on va se retrouver la semaine prochaine dans A-Week, la semaine Apple, pour un grand dossier sur ce sujet. Est-ce qu'à ton avis, le fait que d'autres magasins deviennent accessibles avec donc des commissions qui seront moindres pour les éditeurs, est-ce que ça va bénéficier aux consommateurs? Est-ce qu'on paiera concrètement les apps moins cher en allant les chercher ailleurs? Ou est-ce que tu penses que ça va surtout permettre aux éditeurs et aux développeurs peut-être d'augmenter leur marge sans toucher au prix? Alors, deux choses. La première, oui, effectivement, je pense que c'est surtout aux développeurs que ça va bénéficier. Je suis pas sûr qu'il y aura vraiment un gros cassage de prix. Et puis moi, la petite limite que je vais mettre, et on l'a pas évoqué, moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui ont des iPhones ou des iPads, et je ne suis pas du tout sûr que, en fait, le grand public va aller se compliquer la vie à essayer de trouver un autre App Store, et va rester sur... Déjà, c'est compliqué pour pas mal de gens de télécharger une application, de comprendre qu'il y a un espace de stockage, etc. Donc, je pense vraiment qu'il y aura deux publics types, c'est les geeks comme nous et les gamers qui vont être contents de pouvoir installer Fortnite. Et en dehors de ça, je vais pas dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais je suis pas sûr que ça risque de vraiment révolutionner les choses pour la majorité des gens. Bon, on y reviendra dans le prochain numéro de la semaine Apple. Merci Baptiste Dajon d'avoir été là. À très vite pour la suite. Merci beaucoup François Le Truadic. Merci Gilles Dunès. À très vite. Restez bien abonnés à iWeek Express, vous savez qu'on peut dégainer un nouvel épisode à n'importe quel moment en fonction de l'actu. Bonne journée et à très vite. Bye bye.